Bonsoir! C'est bien parce que j'étais pile à l'heure. Pile à l'heure. J'avais le doigt sur le bouton pour commencer. Et puis, j'ai eu une notif sur mon téléphone avec la notice qui blaste le son à donf. Donc j'ai fait, alors du coup, je vais enlever le son et ça m'a fait commencer 10 secondes en retard. Un peu de tolérance, s'il vous plaît! Liv Arthur Alone, merci à PH Moreau pour ton abonnement d'ailleurs. Merci à Emma Voyageuse de mots. Tiens, dis donc. Pareil. Bah, attends, qu'est-ce qui se passe là? Normalement, j'ai une sponsor pour ce stream qui n'est pas la sponsor habituelle, qui est Emma, du coup, parce que Emma, voilà. Merci à Luffy Warrior 2A pour ton abonnement. Vous avez donc ce stream qui est sponsorisé. Vous avez juste, attends, je vais vérifier le cadre ici. Hop, la mention de contenu sponsorisé. Et en plus de ça, vous avez le chatbot avec Emma machin, puis avec le code. Putain, j'ai oublié de le mettre dans le texte. Avec le code Fabrique Auto, vous avez 10% de réduction. J'ai oublié de le mettre dans le texte. Bon, vous savez que... Putain, j'ai tout oublié. Putain, mon setup de stream, il est à chier. Attendez, j'ai rien qui va. J'ai pas mon retour, j'ai... Alors, pardon, normalement, il y a Joseph qui fait le con dans ses mains. Est-ce que si je fais une modif, là, et en plus, il y a un code Fabrique Auto. Là, si on fait la commande Emma dans le chat, normalement, il y a un truc. Ça y est. Alors, petite anecdote. Parce que, vous savez, on passe par une agence. Donc, on est une agence commerciale qui vient vendre la Fabrique Auto auprès de différents annonceurs. Si jamais il y a des annonceurs qui veulent faire de la publicité chez nous, ça nous permet, nous, de continuer à faire des streams, hein, par exemple. Merci à Call Me Batsman pour ton abonnement. Merci à Judav pour ton abonnement. Attends, j'ai pas de cooldown. Putain, Joseph, il a mis un cooldown là-dessus. C'était ça la commande. Temps de recharge global. Peut-être. Attends, c'est 120 les autres. Peut-être un truc comme ça. Un truc comme ça. J'ai mis comme les autres. Attends, il a mis 1200. UCD. Alors, UCD, ça doit être user. Je fais tout comme il a fait. Bon, bref. 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 On a donc une agence. Ne lui confiez pas l'arme nucléaire SVP. On a donc une agence qui nous dit, qui nous vend, entre guillemets, qui vend l'image de la Fabrique Auto si jamais il y a des annonceurs qui veulent faire de la pub chez nous. Ça nous permet donc de faire des streams comme ça, d'en faire de manière très régulière, sans, entre guillemets, perte d'exploitation. Donc ça nous permet de dédier un espace pour le stream, etc., etc. Donc, on avait cette campagne, parce qu'en plus de ça, chez Emma, c'est les soldes d'été. Et vous avez jusqu'à 50% sur certains produits, etc., etc., qui est cumulable en plus avec le code La Fabrique Auto. Quand même. Et donc, on a l'annonce du début de la sponsor. Joseph qui est barré en vacances. Et je m'étais dit, Joseph, je lui fous la paix pendant ses vacances. J'ai commencé à vouloir paramétrer le stream. Et je me suis dit, je vais me débrouiller tout seul, je suis un grand garçon. Quand même, je suis pas plus con qu'un autre. Cette phrase, il y a tellement de mauvaises histoires qui commencent par « je suis pas plus con qu'un autre ». Le roi Merlin et Castorama, c'est rempli de gens qui disent
je suis pas plus con qu'un autre. Et la plupart des chantiers non finis ont tous commencé par « je suis pas plus con qu'un autre ». Et donc, une heure, plus d'une heure sur l'ordi à chercher, vous voyez, pauvre Arthur. Attends, peut-être par là. Là, j'ai vu la dernière fois, il avait fait comme ça, il avait cliqué ici. Je crois que il avait cliqué par là. Et donc, petite galère, j'arrive, alors ça va vous faire marrer, mais j'arrive à faire apparaître, j'arrive à faire apparaître l'image de la sponsor qui, je ne sais plus, je ne sais pas pourquoi, ne s'affiche pas sur l'écran. Sur mon retour OBS, j'ai même pas l'image. Et ça va la galère. Donc, j'arrive à peu près à faire l'image, du moins je le croyais, jusqu'ici, à faire, vous savez, afficher le logo quelque part en haut ici, là, que je croyais qu'il s'affichait et qu'en fait non. Normalement, il y a un truc sponsor. Non, j'appuie sur des trucs au hasard et ça marche pas. Ben, super. Bref. Et donc, après, de guerre lasse, j'appelle la compagne de Joseph. Je dis bonjour, est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen que j'embête Joseph pour juste un tout petit détail pour la commande dans le chat, parce que vraiment, j'y arrive pas. Et elle me fait, en vrai, voilà. Et j'ai un re-appel 10 minutes plus tard de la compagne de Joseph qui fait « Bon, en fait, Joseph, il a entendu que tu parlais de lui. Attends, il vient t'aider. » Et du coup, j'ai emmerdé Joseph pendant ses vacances, alors que j'avais dit que non. Et donc, c'est finalement papa Joseph qui est venu à la rescousse, qui a dit « Tu cliques ici, après tu cliques ici, ensuite tu tapes ça, et voilà !» Et réellement, en 20 secondes, il m'a solutionné le truc. Ça faisait plus d'une heure. Ça faisait plus d'une heure que j'étais dessus. Et en 20 putains de secondes, il m'a débloqué le truc. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas la sponsor. Imaginez, là, voilà, il y a écrit Emma, là, dans le coin. Voilà, Emma. Il faudrait que je prenne un carton et j'écris Emma, matelas. Donc merci, par ailleurs, ça me fait crever de rire, parce que depuis qu'on parle de cette campagne de communication, notre agence, ils disent c'est la pub pour Emma Sleep. Vous me voyez à peu près avec mon âge mental. Voilà, moi, depuis qu'on appelle ça Emma Sleep, ça me fait rire. Et est-ce que j'ai mis l'image sur toutes les scènes? Oui, normal. Putain, c'est le chat qui vient m'aider maintenant. Non, ça marche pas. Hein. Oh! Ouais! J'ai réussi un truc! Faut appuyer sur un bouton. En fait, il y avait un système. Attends, est-ce que si je fais un truc comme ça... Bonjour! Ça va bien? Regarde, maman, je passe à la télé! C'est cool, hein? Donc, merci à Emma qui sponsorise ce stream. Maintenant, il faut le retirer. Oula, oh putain. Ah non, me dites pas, c'est la galère, hein? Ah si, c'est bon, ça s'en va. Et alors, attends. Si je fais ensuite ça, et si je fais ça... Non, j'ai pété le truc. Faut... Ah putain, si, attends. Hop! Je ne l'avais pas mis dessus. Bon, bref. Attendez, comme ça, vous voyez mes chaussettes. Vous avez un preview. Attends, plan chaussettes. Sponsorisé par Emma. Ah putain, si, ça y est. Voilà, un truc comme ça, là. Hop!
On voit bien ou pas? C'est bon? Vous voyez bien? Bon, je vous enlève ça. Alors, hop, hop. J'ai un petit thème alpage. Voilà, comme je suis un peu envieux de Joseph qui part en vacances, et que moi, mes vacances d'été, j'aime bien les passer en montagne, et bien du coup, des petits ours, parce que j'adore les ours, et des petits moutons, parce que les ours aiment bien les moutons, j'imagine. Donc, voilà, mais je suis quand même sur un thème bleu, et c'est pas le même bleu, par contre, exactement. Je suis désolé. Voilà. Attends, je suis pas sûr que vous ayez bien vu le... Attends, ça sert à faire des images subliminales? Donc il va... Putain... Pourquoi? Pourquoi ça marchait avant? Ça ne marche plus. Mais non. Ah, ça y est. Attends, je mets ça dans le coin. Tac. Tac. Je comprends pourquoi Joseph, il prend des plombes et des plombes à chaque début de stream pour paramétrer le truc. Et qu'à chaque fois, je me fous de sa gueule en disant « Non, mais ça va, tu peux te débrouiller. T'as pas besoin de sortir le PC à 15 h. » Je l'ai sorti à 14 h, le PC. Et je finis de paramétrer le stream pendant qu'on est en live. Figurez-vous pourtant, quand même, que, vous savez, c'est la résurgence d'ego. Je ne suis pas si mauvais en informatique d'habitude. Hein. Enfin, en vrai, j'arrive à peu près à me débrouiller avec un ordi. Mais c'est juste que, versus Joseph, je suis une chèvrasse. Et donc, jusqu'ici, j'avais l'impression de me démerder à peu près en informatique. Bon, bah... Déjà, si tu dois dire, je suis pas si mauvais. Non, non, mais attends. Pendant mes jeunes années, je me faisais chier avec des Linux et tout le bordel à compiler mes trucs. Alors, je ne me demandais plus de faire ça aujourd'hui, mais en vrai, ça va, quoi. Je me démerdais. Pour ceux qui connaissent, je faisais du Arch Linux, quoi. Donc, ça va. Je pensais, du moins je pensais. Bon, bref. Là, je nous rattrape. On a bien vu la dégaine de tes PowerPoint. Non, mais il y a une différence entre s'y connaître en informatique et s'y connaître en capacité de graphisme. Et aussi avoir envie de se pencher dessus. Au moins, OBS s'est simplifié avec le temps. Bah oui, bah, heureusement. Heureusement. Alors, que dire? Que dire? Le banquier de Monsieur Moreau. Pardon, Arthur connaît Arch Linux. Oui, j'ai bricolé il y a quelques années. Il y a quelques temps. Hein. Il y a bien longtemps. Donc, voilà. Voilà. Non, mais après, alors, les années informatiques, c'est les années où je mettais vachement moins les mains dans la mécanique. Donc, alors pourquoi il y a des motos? Question 1, j'ai vu quelques questions vis-à-vis des motos. La moto de Greg et la moto de moi. Voilà. C'est notre parking, parce que pour pas laisser les motos à l'extérieur. Voilà. Deuxième chose, il n'y a que moi avec la pub qui fait ralentir le stream. Pardon. Non, quand même. Alors attendez, faites F5. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait le rituel. C'est bon? Le son est bon. Zéro ralenti, parfait, oui, etc. Joseph est toujours là. He's having the time of his life. Donc, bah voilà, tout va bien. Vous avez tous vos repères. Installez-vous. Prenez
des petites chips, un petit guacamole. Vous rajoutez un avocat quand même, mais il n'a pas l'air bien, il est tout plat. Eh oui, il a pris un petit coup de 2D. Mais sinon, il a pris, vous savez, les tisanes ventre plat. Voilà, c'est... Voilà. Entre le 13e et le 14e clap, j'ai eu 1 milliseconde de retard. Merci à Sans Frodon pour ton abonnement. Effectivement. Joseph, est-ce que tu connais la blague du lit vertical? Non, je connais pas la blague du lit vertical. Eh ben, elle est à dormir debout. Et vous voyez, il plie de rire. Plie de rire. Plie de rire, Joseph. Joseph, tu pourrais me rendre service? Oui, pas de problème. 1, 2 et 3. Il est capable de se plier en 4? Non? Toujours pas? Bon, allez, bref. Alors, ce soir, comme toujours, hein, c'est comme toujours, on ne change pas les habitudes. Et ça s'achète où, un Joseph qui fait pas de bêtises? Bientôt le Comedy Club. Et il est effectivement plus souple que le vrai, celui-là. Donc, bref, ce soir, c'est comme d'habitude, comme d'habitude, je commence en disant, ce soir, c'est un stream tranquille. Vous connaissez un petit peu la tradition. Est-ce que stream tranquille, il y a déjà eu? Il va être court, oui, voilà, c'est comme ça qu'on dit d'habitude aussi, et d'habitude, un stream chouette, ça va finir à 22h. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai fait de la compta tout le week-end dernier. Et je ne sais pas pour vous, mais la compta, c'est pas particulièrement reposant pour moi. Donc, je ne me suis pas réellement reposé le week-end dernier. Donc, je vais essayer d'y aller un peu cool. Deuxième truc, il y a que cette voiture-là à montrer, dans le sens où c'est une petite voiture, c'est une toute petite voiture. Mais, c'est quand même une voiture que j'aime beaucoup. C'est une voiture qui est un de mes amis, que j'apprécie aussi, mais je préfère sa voiture que lui, hein, faut pas déconner. Bisous. Et voilà, j'aime bien cette voiture. Donc d'un côté, il y a des arguments pour que ce stream ne dure pas si longtemps que ça, mais d'un autre côté, il y a des arguments pour que ce stream dure finalement relativement longtemps. C'est une voiture anglaise et elle est verte. Voilà, comme tous les gens de goût qui possèdent une voiture anglaise verte. Si vous voulez des chouettes news, le Range Rover a décidé de créer de nouvelles pannes. Par exemple, j'ai tracté avec pour me dire, j'ai décidé de tracter avec pour me dire je l'ai acheté pour tracter, donc je suis allé tracter avec. J'ai emmené l'épave de Daimler, vous savez, la grosse épave de Daimler DR450. Merci à Révérend Alan pour ton abonnement. Et je l'ai amené chez un de mes potes en Touraine qui, lui, est collectionneur et restaurateur de ce genre de voiture. Un amoureux de Daimler des années 60. Donc je lui amène, et pendant que je lui amène, j'ai à peu près toutes les 5 minutes un petit pling, défaut suspension. Mais la voiture, elle se comporte à peu près bien. Et plein de gens sur des forums et des trucs comme ça disent, en vrai, faut juste faire un calibrage de suspension, c'est que la voiture, elle détecte des grosses différences de hauteur. Ok, pas de souci. Je continue de rouler, et puis après un moment, je mets la clé et j'essaye de tourner, et la clé ne se tourne plus. Et là aussi, petit problème connu chez Range Rover, c'est qu'en fait, il y a un électroaimant qui empêche le tournage de la clé, et cet électroaimant, il a 20 ans, donc il faiblit un petit peu, et il enlève plus assez la petite tige qui bloque la clé, et donc la clé bloque.
Et après, la solution qu'il vous donne, c'est vous débranchez le fusible 18, je crois, vous le rebranchez et c'est bon. Et si jamais ça vous fait trop chier, vous mettez un interrupteur sur le fusible. Ah bah oui, oui, sympa, c'est cool. Sinon, il faut changer le barillet de la clé, 620 €. Sinon, vous faites comme moi, vous démontez le barillet de la clé, et puis la petite partie qui bloque la clé, eh ben, vous la tronçonnez. Et comme disent certains Anglais, de toute façon, si on me le vole, il sera en panne dans 50 km. Et effectivement, oui, si on me vole mon Range Rover, il sera en panne dans pas très longtemps, donc je pourrais aller le chercher après. Et donc j'ai fait ça. Après, je me suis dit, je vais calibrer ma hauteur de suspension, donc je passe la valise. Et sachez que certaines valises ont la capacité de dégonfler les suspensions, mais pas de les regonfler. Et je me suis retrouvé si con avec mon Range Rover claqué au sol, genre écrasé par terre, et en train de fouiller dans ma valise. Tiens, c'est marrant, j'arrive pas à le regonfler. J'ai eu un moment de solitude. Jusqu'à ce que le moment de solitude se transforme en moment d'énervement où vraiment ça me casse les noix parce que j'aimerais bien quand même rouler avec mon véhicule. Et en plus de ça, j'ai fait tous les diagnostics. J'ai pas de fuite d'air. Mes capteurs, ils me donnent des valeurs qui sont cohérentes. C'est juste que les valeurs qui sont cohérentes, c'est moins 120 mm de haut. C'est cohérent par rapport à la hauteur de suspension normale. Et en plus de ça, pas de fuite. Le compresseur qui fonctionne, c'est quand tu démarres, tu entends le compresseur qui monte. Le réservoir d'air monte en pression, et ça, à la valise, tu vois tout. Tu vois que tu as bien, je sais plus, je crois que c'est 12 bars de pression dans le réservoir, que le compresseur, y comprime et tout ça, et tu te dis, tout va bien. Pourquoi qu'il est claqué au sol? Et donc, j'aimerais bien le relever, et à un moment, ça m'a saoulé. Donc, il y a un moment, j'ai dit, bon, je vais faire des allers-retours sur le parking, je vais lui montrer que je suis un homme déterminé et que je vais rouler. Et tu te mets à rouler, il remonte, plus de problème. Donc, je me dis, ok, Monsieur Moreau a solutionné un problème. Le lendemain, je le redémarre, je le mets en drive, défaut transmission. Et je commence à rouler et le défaut transmission s'en va. Ça y est, les défauts de transmission, ils ont fini par se dire, ah non, 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 mais en vrai, ça va, t'inquiète. Et il y a un spécialiste de ces modèles de Range Rover à proximité et qui passe souvent à la fabrique, qui est un très bon client de la clinique detailing juste à côté. Et quand je lui ai dit tout ça, il me fait, et donc, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, en fait, il y a plein de soucis, ça arrive assez fréquemment. Et ouais, mais c'est normal. Et vraiment, je me disais, c'est normal d'avoir un problème avec ces voitures-là, mais aussi récurrent, alors soit je vais finir par m'y habituer, soit effectivement, il y a un moment, ça va me casser les noix et tout ça. Mais après, je maintiens quand même que déjà, c'est quand même une formidable voiture. C'est super confortable, ça roule bien, etc., etc. Et je l'ai fait essayer à Joseph. Je l'ai fait essayer à Joseph, ce Range Rover. Et ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Joseph? Il a dit, c'est le Raptor, mais sans le côté débile du Raptor. Alors après, Joseph, lui, aime bien le Raptor pour le côté débile, mais après, il dit, autrement, c'est globalement la même chose. Alors effectivement, ça fait à peu près la même chose, ça fait à peu près le même poids. Ça fait à peu près 400 chevaux les deux. C'est dans tous les cas des V8 qui marchent plutôt bien et des voitures un petit peu confort. Effectivement, c'est trop petit pour lui. Alors ça a un côté débile. C'est juste que la débilité du Raptor et la débilité du Range ne sont pas la même. La débilité du Range, c'est la débilité de posséder ça en sachant qu'il va y avoir 3 milliards de problèmes. La débilité du Raptor, c'est que dès la conception, c'est un truc stupide. Voilà. Merci à Bemgist pour ton abonnement. Mon voisin, il avait 2 Range qui étaient toujours en panne. Il en a acheté un 3e pour être sûr que c'était pas fiable. Merci à Madinina pour ton abonnement. Alors, j'ai un de mes amis qui possède le même Range Rover que moi.
un Range Rover 322, donc des Range Rover qui ont plus de 20 ans, etc. Et qui a dit le truc, c'est que quand tu es propriétaire de cette voiture-là, tu aimes bien les voitures un peu anglaises et tout ça, et donc en général, le propriétaire d'un Range Rover comme ça, il a aussi une Jaguar. Et il a aussi une autre voiture, parce que le Range Rover, c'est quand la Jaguar est en panne, et l'autre voiture, c'est quand le Range Rover et la Jaguar sont en panne. Et voilà. Mais jusqu'ici, il m'a pas laissé au bord de la route. Ah oui, il m'a fait une panne d'essence aussi, alors qu'il y avait encore enfin, l'aiguille m'indiquait encore du réservoir. Bon, voilà. Ah, merci à Yann B22 pour ton abonnement. Alors, effectivement, il y a un budget à prévoir. Ça, c'est sûr. Je regrette mon Range Rover, pas du tout. Pour l'instant, je regrette pas du tout. J'étais absolument au courant. Et mine de rien, je trouve que c'est une voiture magnifique. Je trouve que c'est vraiment une très 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 jolie voiture. C'est une voiture qui est quand même super agréable à rouler quand ça roule. Et en plus de ça, j'aime bien en fait. Voilà, je sais pas, j'aime bien. Il y a plein de fois où je me suis dit, en fait, j'aurais été super moins con d'acheter un Cayenne ou un Touareg. Et puis en fait, quand j'en vois sur la route et tout ça, c'est des voitures qui me font pas vibrer. Là où, quand je vois un autre Range Rover, je suis content, je me dis, attends, imagine, tu as deux Range Rover qui se croisent sur la route. Ça veut dire qu'il y a un moment, tu as deux Range Rover qui roulent en même temps. C'est fou. Et d'un autre côté, ça me fait un peu marrer de rouler avec ce truc-là qui est vraiment pas réputé fiable, etc. Donc, c'est sûr qu'un range claqué au sol, ça fait vibrer. Oui, bah, ça va. Mais hier, j'ai repris le vaisseau amiral pour rentrer chez moi. Et ça reste une très chouette voiture aussi. Quand même cool à conduire. T'as l'impression qu'il y a du jus tout le temps parce que la voiture, elle reprend tout le temps. T'as pas de lag à cause du fait que, enfin, grâce au fait que c'est une boîte manuelle. Quand tu prends un virage, ça s'effondre pas dans le virage. C'est un autre plaisir. Mais voilà, je vais me dire que j'ai deux voitures et en plus de ça, que c'est très écologique parce que pendant que je roule avec une voiture, je ne roule pas avec les autres. Eh eh, pas bête. Bon, bref, trêve de bon sens, parce que quand même, c'est du bon sens. Euh, Voici le sujet de ce soir. Alors attends, est-ce qu'il n'y a pas un plan de caméra un peu plus intéressant, enfin intéressant. Oh, elle est pas un peu mignonne cette voiture? Quand même. Quand même. Elle s'appelle Dorothy. Déjà, premier point. Premier point, elle s'appelle Dorothy. Dorothée, autrement, mais ça fait plus stylé en anglais quand même. Cette voiture-là, qu'est-ce que c'est? C'est une Austin 7 de 1934. Mais, alors, et là, il y a plein d'histoires. C'est là qu'on arrive dans tout le panel des histoires autour des Austin 7. Vous voyez comment c'est mignon? Son âme, elle a vu des choses. Arrêtez de me parler d'âme. J'ai plein de choses à dire sur ces voitures-là. Voilà. Voilà. Il y a un moment, je dis les choses. Moi, je dis les termes. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai démanché le pied de la caméra. Voilà. Ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai à dire. Surtout, vous ne le répéterez pas à Joseph que j'ai cassé le matériel. Mais vous ne direz pas à Joseph que j'ai cassé le matériel. Vous direz que j'ai découvert éventuellement une optimisation possible. On va décaler ça pour voir un peu l'arrière. Est-ce que comme ça, c'est pas mal cadré là? Ou alors c'est très mal cadré? Bah voilà, c'est pas mal. En vrai, elle est trop cool. En vrai.
en vrai. Attendez, je vais vous retirer. Tac. Voilà. Elle est super chouette, cette voiture-là. Beaucoup d'histoires à raconter. Déjà, qu'est-ce que c'est que Austin? Austin, c'est donc un constructeur de voitures anglais. Anglais, Austin, hein, dingue. Mais avant la Première Guerre mondiale, puisque c'est un constructeur qui date du début du siècle 1900, hein, avant la Première Guerre mondiale, c'est un constructeur qui fait surtout des très grosses voitures, à peu près de la taille du logo, vous voyez. Le logo de la sponsor, c'est bon, on le voit bien? C'est un constructeur qui fait plutôt des grosses voitures. Et après la Première Guerre mondiale, Monsieur Austin se dit, en vrai, peut-être, on va faire des voitures plus petites. Mais dans tous les membres qui dirigent chez Austin, levée de bouclier, ah non, c'est complètement con de faire des petites voitures, ça sert à rien. L'argument invoqué la plupart du temps par les gens qui ne voulaient pas faire de plus petites voitures, c'est une Ford T, c'est une grosse voiture et Thema commence à se vendre. Pour rappel, la Ford T, les toutes premières, c'est 1909, 1908, et les dernières, c'est 24, je crois, 1924. Et là, on est à l'après-Seconde Guerre mondiale, donc on est en plein boom en termes de commercialisation de la Ford T. Et effectivement, si on met ça à côté d'une Ford T, une Ford T, c'est grand comme voiture, hein, c'est réellement très grand comme voiture. Et l'argument apporté par Austin, c'est bah, de toute façon, les gens, ils veulent quand même de la place. Monsieur Austin s'obstine. Austin s'obstine, parce que de toute façon, la boîte, elle est à lui. Et à ce moment-là, niquez-vous. Deuxième truc qu'il fait, il embauche. Alors, il embauche. C'est quelqu'un qui était déjà chez Austin. Mais il embauche, comment on dirait alors, à l'époque, c'était un dessinateur. Aujourd'hui, c'est le métier de dessinateur-projeteur. Donc, c'est les gens qui font les plans. Et en fait, à l'époque, dans l'industrie, il faut savoir que la moindre petite pièce à la con, quand il fallait la faire fabriquer, bah, il faut la dessiner. Il faut la concevoir d'abord, c'est se dire, je ne sais pas pourquoi cette roue, elle doit faire ce diamètre-là. Et après, il faut déterminer, enfin, il faut préciser toutes les cotes de la roue. Il faut dire qu'elle doit faire telle largeur, tel diamètre, le rayon, il doit faire telle taille, dans tel matériau, etc., etc. Et ça, pour tous les dessins, enfin, pour toutes les pièces qui composent la voiture. Alors, la plupart du temps, c'est des pièces mécaniques, mais il faut faire un dessin par pièce mécanique. Alors, bien évidemment, on ne va pas jusqu'au stade où on dessine les écrous, les vis et tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des éléments standards en termes de mécanique. Mais il faut dessiner tout le reste des éléments. Mais le moindre élément à la con, hein. C'est ça qui est fou. Et il y a un métier qui, aujourd'hui, est beaucoup plus rare, mais qui existe encore dans l'industrie, c'est le métier de dessinateur. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait le grand patron, entre guillemets, ou alors toute une équipe de design général, une équipe d'ingénieurs qui concevaient dans le sens où ils disaient on va faire des roues de 17 pouces. On va faire des roues, elles vont faire 4 pouces de large, et le profil, ça va vite fait être ça. Et ensuite, une fois que tu as ce schéma global, eh bien, il le donnait à toute une équipe de dessinateurs, mais certaines fois, c'était des salles entières remplies de dessinateurs. Et c'est des gens qui dessinaient très précisément pour dire que la roue, elle fait 4 pouces de large. En fait, dans la réalité, le diamètre, la largeur intérieure, c'est ça. La profondeur, c'est ça. Là, ici, à cet endroit, c'est une pente à X degrés pour telle pièce, c'est utilisé dans tel matériau, etc., etc. Et donc, attendez, je vais changer de plan. Ici, toc. Je vais cadrer un peu plus bas sur la voiture. Voilà, je vous emmène avec moi voir cette voiture. Hop là. Et donc, Monsieur Austin embauche un dessinateur, parce qu'à l'époque, les dessinateurs, ils ont une petite formation quand même d'ingénierie mécanique.
Et il embauche ce monsieur à venir travailler chez lui, et non plus à l'usine, pour concevoir cette voiture-là. Et par ailleurs, petite anecdote, ce monsieur-là, embauché, il a 18 ans au moment où il est embauché. Donc au moment où il dessine une partie de la mécanique, là, il a 18 ans, et il travaille sur la table de billard de son patron. Genre, il travaille sur le billard de son patron, parce que son patron, Monsieur Austin, avait quand même un peu de tunasse. Et il avait une salle de billard avec des grandes tables. Et en fait, pour faire le dessin à l'époque, en fait, c'était la plupart du temps des tables où on était soit debout, soit un peu comme les tables d'architecte à l'époque. Et en fait, il dessinait sur la table de billard. C'était un peu rigolé. Il a même gardé la couleur. Vous voyez, c'est tapis de billard. Donc voilà, pour la petite anecdote, ça a été en partie dessiné par Monsieur Austin. Alors, dans la vraie histoire, entre guillemets, c'est que cette voiture a été conçue dans les très grandes lignes par Monsieur Austin, et ensuite a été la plupart du temps dessinée, et le deuxième passage du dessin, du coup, ça a été fait par un monsieur qui a 18 ans, dont j'ai oublié le nom. Stanley, je sais plus quoi. Bref. Donc, petite voiture ici. Et petite voiture dont la conception, quand même, date des années 10. Alors, si vous voulez une échelle, alors je ne sais pas si je rentre dedans. Je ne suis jamais rentré dans cette voiture. On rentre à l'aise, hein. Facile. Heureusement qu'il y a un garde-boue, sinon j'ai le coude sur la roue, quoi. Je peux pas relever mon genou là parce que ça sert de bloc volant. Il faudra que je vous emmène avec vous. Je me réasserai dans la voiture à la fin du stream. Et j'ai le mollet gauche dans le levier et j'ai le mollet droit dans la carrosserie et dans le volant en même temps. Voilà. Après, d'un autre côté, je suis très très grand. C'est pas que la voiture est petite, c'est que je suis un peu immense, vous voyez. C'est bon, ça y est, vous êtes bien foutu de ma gueule. Tout va bien. Parce que c'est marrant, depuis la voiture, je peux aller toucher le sol ici, mais je peux aller toucher le sol de l'autre côté aussi. Là, je suis actuellement en train de toucher le sol de l'autre côté. Mais je peux également vérifier la roue de secours, et après, potentiellement, je peux aller bricoler sur mon capot. Tout ça sans changer de place. Alors ensuite, si je vais sur l'autre côté, je peux bricoler l'autre côté du moteur. En vrai, regardez, avec un peu de souplesse, hop, on s'en débrouille. Sort du manège. Bref, un petit peu d'histoire de... Oh dis donc, il y a la voix qui est partie en couille. Ah. Pardon. Et la gueule que ça. Alors, un tout petit peu d'histoire sur ces voitures-là. Austin fabriquait ses carrosseries. Faut pas déconner non plus. On est là au début, je crois que c'est 1919 ou 1921, les premières Austin 7. Et Austin fabrique les carrosseries, on commence à être dans les débuts de la standardisation, et donc on vous a souvent parlé au tout début de l'automobile, on fabriquait un châssis, et ensuite on posait une carrosserie dessus, mais on l'emmenait chez un carrossier pour que le carrossier fabrique la voiture. Ça, c'était pour les voitures moyennes et haut de gamme. Mais pour les voitures très peu chères ou pour les voitures d'entrée de gamme, eh bien, il y a eu très très vite la standardisation. Si vous regardez dans ces années-là, vous avez Citroën en 1919, c'est la première année de fabrication de Citroën, enfin la première année de Citroën. Vous avez la 10 HP qui sort, eh bien, ce sont des carrosseries standards. Vous avez la 5 HP qui sort ensuite, carrosserie standard. Pour comparer à l'époque, chez Peugeot, vous aviez une Peugeot type 161
ou Peugeot type 172. Et ces voitures-là, on appelait ça des cyclecars ou des quadrillettes. Et bah, c'est des carrosseries standardisées là aussi. Mais vous aviez différents types de carrosseries. Là, cette carrosserie, ça s'appelle un tourer. Un tourer. Pour partir en grande tour, c'est par ailleurs de là que vient l'expression les GT, les grandes toureurs, pour faire du grand voyage. Et donc vous aviez du tourer, mais vous aviez aussi de la berline conventionnelle. Alors de la berline conventionnelle, si vous regardez une Austin 7 en berline, c'est super drôle, parce que la voiture, elle est hyper étroite, hyper courte, mais par contre, elle est très très haute, parce qu'il faut pouvoir ranger des gens dedans. Et vous aviez des 4 places. Là-dedans. Parce que quoi? En fait, cette voiture-là, elle a une carrosserie longue, entre guillemets, dans le sens où on peut optimiser un peu plus si on donne de la verticalité. En fait, là, la voiture, elle est faite pour être assez basse. Et si jamais, vous voyez, le volant, vous le redressez un petit peu, vous redressez les sièges, etc., vous gagnez un tout petit peu de longueur. Et si vous faites dépasser la carrosserie un peu derrière, eh bien, vous pouvez commencer à avoir plusieurs places. Mais ça reste quand même des petites voitures. On ne va pas dire que c'est la norme. On a déjà fait la Ford 34 de Joseph qui sort la même année. Alors, il ne faut pas déconner non plus. En termes de tarifs, la Ford 34, c'est 3 fois le prix de ça. Hein. Parce que la comparaison, c'est qu'en 1921, je crois, quand cette voiture sort, c'est 3/4 de la taille d'une Ford T, mais c'est la moitié du poids et quasiment la moitié du prix. Parce que, alors là, il y a eu des questions d'importation, de trucs comme ça, quand même, qui permettaient de rendre cette voiture vachement plus accessible. Deuxième truc qui a permis à cette voiture de donner de l'élan, d'avoir de l'élan, parce que on parle quand même de 290 000 exemplaires. Je rappelle que les mecs vendaient des voitures sans toit en Angleterre. Oui, et c'est ça qui est fort. C'est 290 000 exemplaires, donc c'est quand même un assez gros volume, mine de rien. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, cette voiture est aidée par une taxe. En 1921, en Angleterre, on instaure la Horsepower Tax, une taxe sur la puissance. Et alors là, il y a Monsieur Austin, qui avait bossé un petit peu en cachette sur cette voiture-là, qui arrive. Alors? Bah alors? Bah alors, on m'empêchait de travailler sur des voitures pas puissantes? Oh! Oh, la taxe! Bonjour, la taxe sur la puissance! Hop là! Voiture pas puissante. Oui, alors, c'est là qu'on arrive, alors je ne vais pas dire au problème, mais à la petite notion, c'est quand elle sort, cette voiture, elle fait 7,2 chevaux. Ouais. 7,2 chevaux. 360 kg. 360 kg en fonction 360 kg en fonction de la carrosserie. Parce que si vous prenez une carrosserie acier et si vous prenez une carrosserie berline, etc., c'est plus lourd. Hein. Le virgule 2 est important. Ben, oui. Alors attention, celle-ci, c'est une des dernières. Il y a eu un update sur le moteur. Le moteur, il a été réalisé. Et là, on est à 10 chevaux pour celle-là. Ça te la coupe. Hein. Vitesse de pointe, on est sur un déclaré 60 km/h. Ce qui n'est pas dégueu quand même. Ce qui n'est pas dégueu. Plus 50% de puissance. Ça se conduit avec le BSR, alors ça se conduit avec le permis normal. En fait, le truc, c'est que cette voiture-là, en Angleterre, il y a eu le bénéfice de la Horsepower Tax, qui faisait que cette voiture-là était vachement moins chère que la plupart des autres voitures. Mais
il y a eu la même chose dans plein d'autres pays. Et en France, par ailleurs, il n'y a pas eu une taxe sur la puissance, entre guillemets, mais il y avait une autre catégorie de voitures. Il y avait les voitures normales, merci à Jaguar 040898. Il y avait des voitures normales, voitures de tourisme, etc., les voitures légères, voitures particulières, mais vous aviez une autre catégorie qui était les quadricycles à moteur, ou autrement les quadrilettes. Et merci à Olympien38 pour ton abonnement. Et quadricycle à moteur ou cycle-car, autrement. Et il y avait des normes spécifiques, il y avait des dimensions spécifiques. Alors c'est la même chose qu'il y a eu que pour les kei-cars au Japon. Vous aviez moins de 1 mètre de largeur, c'était moins de 3 mètres de long, et c'était moins de 700 cm3. Par ailleurs, si vous regardez une Peugeot 172, et si vous regardez une Austin 7, vous voyez qu'il y a quelques parallèles quand même. Il y a peut-être eu... Ah, c'est marrant ce qu'il écrit là quand même. Ah, il fait un petit moteur un peu stylé. Parce que cette voiture, quand elle sort, elle a un moteur de 700 cm3. Dis donc, la Peugeot 172, un moteur de 700 cm3. Puis c'est un 4 cylindres aussi. Ah ouais, ça ressemble, dis donc. Alors, celle-ci, elle a un différentiel. Là où la Peugeot 172 n'en a pas. C'est ça qui est marrant. Et c'est par ailleurs pour ça que la voiture braque très peu. Parce que si jamais on braque beaucoup, on a un problème du fait qu'on n'a pas de différentiel. Donc bref, oui, il y a un petit peu de regardage. Mais pour remettre les choses dans le contexte, remettons les choses un tout petit peu dans le contexte. Austin, alors oui, ils ont regardé chez Peugeot comment ça se fait et tout ça. Mais pourquoi qu'ils ont regardé là? Parce que Peugeot, dans les années 10 et les années 20, c'est un peu des références en termes de quadrilettes, en termes de cycle-car, en termes de petites voitures, de trucs comme ça. Parce que Peugeot, sachez-le, dans les années 10, créait une petite voiture, qui s'appelle la bébé Peugeot. Bébé, tu sais, vous savez, le bébé, le truc qui pleure, et voilà. Parce qu'en fait, il y avait les automobiles Peugeot et il y avait les frères Peugeot qui ont créé une marque qui s'appelait les Lion Peugeot. Et en fait, à un moment, Armand Peugeot, donc le créateur de la marque Peugeot, a racheté Lion Peugeot et s'est dit, comme c'est deux marques différentes, pour créer en fait une réelle différence, eh bien, il y a Peugeot qui va faire des voitures et il y a Lion Peugeot qui va faire les bébés Peugeot, les petites Peugeot, et donc ce sera des quadrilettes. Et pour marquer le coup entre guillemets, mais surtout pour s'assurer de sortir un banger, il s'associe à Bugatti. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a une Peugeot Bugatti. Voilà, je vous pose ça comme ça là, mais parmi les miracles de l'histoire, il y a une Peugeot qui a été construite et qui a été conçue par Ettore Bugatti. Voilà, démerdez-vous avec cette anecdote. Et la bébé Peugeot qui a été conçue par Ettore Bugatti, eh bien, c'est une cycle-car. C'est une quadrilette. Du fait que la voiture était plutôt bien construite, eh bien, ils en ont décliné une version, puis une deuxième version, puis une troisième version, etc., etc. Et en fait, ça a donné toute une lignée, toute une descendance de Peugeot quadrilettes qui marche vraiment plutôt bien. Et donc, vous avez à l'origine la Peugeot Bugatti, et après, vous avez la Peugeot 5HP, vous avez ensuite la Peugeot 161 et vous avez la Peugeot 172 qui sont des cycle-cars et qui ont ce truc-là. Par ailleurs, alors là,
Parmi les ressorts humoristiques de l'histoire, sachez que, alors, dans ces époques-là, à l'entre-deux-guerres, à l'avant-première guerre, avant Première Guerre mondiale et à l'entre-deux-guerres, c'est compliqué un petit peu d'exporter du matériel ou d'importer du matériel étranger dans ton pays. Par exemple, si je fabrique des voitures en Italie, allez, au hasard, je m'appelle Fiat, et je décide, je regarde en France, et je me dis, tiens, dis donc, il y a un marché là, il y aurait peut-être des gens qui pourraient acheter mes bagnoles. Je vais vendre des Fiat, moi, en France. Et puis tu vas voir, en France, tu fais bonjour, je voudrais vendre des Fiat. Ah oui, 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 il n'y a pas de problème, tu peux importer tes voitures, il y a 100% de taxes. Comment ça, 100% de taxes? Bah, si tu vends ta bagnole 50 000 balles, il y a 50 000 balles de taxes. Bah non, en fait, je ne vais pas faire ça. Mais tu t'appelles Fiat, donc tu as un peu de tunasse, tu as de brousouf. Et donc avec ta thune, tu vas fabriquer une usine en France. Par exemple à Poissy, au hasard. Et à ton usine Fiat, tu fabriques toutes les pièces de voiture. Et tu les mets dans des boîtes. Et ces boîtes, tu les envoies à ton usine de Poissy. Et à ton usine, tu réassembles tout. Et tu sors une voiture. Tu appelles ça Simca. Et ben voilà, plus de taxes. Tu peux la vendre 50 000 balles au lieu de 100 000. Et pas bête! Ça s'appelle les CKD, les kits CKD. C'est Complete Knockdown en anglais. Et ça a été fait pour beaucoup de marques. Et cette voiture-là, la Austin 7, eh bien, elle s'est très bien vendue dans ce genre de kit-là. Par exemple, en France, vous avez peut-être déjà entendu parler de la marque Rosengart, du nom de Lucien Rosengart, son créateur. Eh bien, Lucien Rosengart, il a fabriqué les LR4. En fait, il achetait les boîtes. Il achetait les boîtes de chez Austin, il réassemblait tout ça. À la fin, il fout son tampon Rosengart. Et puis, hop là! T'as vu, c'est la voiture française. Ouais. Alors techniquement, c'est un peu copié d'une Peugeot 172. Enfin, c'est inspiré d'une Peugeot 172. Donc, il y a un autre constructeur qui a fait ça en Allemagne, qui s'appelle Rio BMW. Le tout premier modèle BMW. Ah ah! Ah, ils sont où mes petits kékés drifters de parking là? Tout premier modèle BMW, c'est ça, c'est une Austin 7. C'est la BMW Dixie. C'est cool, hein? Sachez par ailleurs aussi que ça a été dans les toutes premières Nissan et Datsun. Ça. Les travers de l'histoire. Et en plus de ça, si on rajoute, alors, vous avez, après la Première Guerre mondiale, je mets mon... voilà. Après la Première Guerre mondiale, Peugeot fabrique des très bonnes quadrillettes, des très bons cyclecars, qui inspirent Austin pour fabriquer une très bonne voiture. La Austin 7, c'est de réputation mondiale, que c'est quand même des voitures très bien construites et très bien fabriquées. Vous avez ensuite Lucien Rosengart, un industriel français, qui décide de fabriquer des Austin sous licence, qui sont des copies de Peugeot. Peugeot, pendant la Seconde Guerre mondiale, le terme résistance, ils l'appliquent au pied de la lettre. Ils vont jusqu'à dynamiter leurs entreprises à eux. Sauf que, après la Seconde Guerre mondiale, Peugeot, ils ont air. Ils n'ont plus rien, ils sont complètement à genoux et il faut absolument qu'ils se relancent.
Sauf qu'ils vont voir les banques et les banques, ils font: «Ah bah non, 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 tu plus rien là, les investissements sont beaucoup trop grands». Qui est-ce qu'ils vont voir? Eh bien, ils vont voir Lucien Rosingart et c'est Lucien Rosingart qui leur prête de la thune pour relancer et pour, lancer la Peugeot 201 et la Peugeot 301. C'est fou, l'histoire, comment ça fait des nœuds. C'est un truc de ouf. Parce que vous avez quand même Lucien Rosingart qui existe et qui a en partie fait fortune, hem, grâce à des Austin 7 qui sont un peu des copies de Peugeot et du coup, il rend l'appareil entre guillemets «karma», vous voyez? Peugeot qui a laissé des plans comme ça et en fait qui se fait sauver par une Austin 7. Donc, donc voilà l'histoire. Moi, ce que je trouve très «amusant» entre guillemets, c'est que cette voiture-là, en fait, on la retrouve à peu près sur tous les continents. Il y a eu des kits de fabrication en Australie. Genre dans les premières voitures de l'histoire qu'il y a eu en Australie, bah, il y a eu des Austin 7. Alors des kits fabriqués sur place qui ne s'appelaient pas Austin 7, mais qui étaient les voitures fabriquées sur place. Quand même fou, hein? Alors, celle-ci, c'est une carrosserie Tourer, donc comme je vous disais, c'est une carrosserie cabriolet, pas de pare-brise, ou alors un pare-brise repliable. Et puis, alors il y a plein de carrosseries à l'entre-deux-guerres ou à la Première Guerre mondiale, etc. En fonction des pays, en fonction des appellations, des trucs comme ça, vous avez 3 millions d'appellations de carrosseries. C'est-à-dire que si vous avez une capote, vous avez un torpedo. Si vous n'avez pas de capote, c'est un Tourer. Si vous avez l'arrière qui est en pointe, vous avez un skiff. Vous pouvez avoir un torpedo à 4 places. C'est un bordel dans les appellations de carrosserie. Donc celle-ci, c'est une carrosserie Tourer, mais elle a une particularité, c'est que cette carrosserie est entièrement en aluminium. Austin. C'est bon, je le fais bien. Cette carrosserie, elle est entièrement fabriquée en aluminium. Alors, la voiture a été refaite dans les années 2000. Et c'est très compliqué sur les Austin d'avoir un historique. D'avoir un historique très précis de qu'est-ce qu'a été la voiture, etc., etc. Dans le sens où, alors il y a beaucoup d'Austin comme ça, 7, qui étaient des berlines et qui ont ensuite été détruites. En fait, la carrosserie a été dégagée pour refabriquer, en fait, souvent des petites voitures comme ça, un peu de sport, entre guillemets. Parce qu'il y a une discipline qui est très anglaise qui s'appelle du trial et qui consiste à prendre des voitures un peu vieilles comme ça, avec des ratios de vitesse un peu courts et d'aller s'amuser dans la boue, d'aller faire du tout-terrain en fait, d'aller monter des pentes idéalement boueuses. Et en fait, ce genre de carrosserie, c'est tout léger, donc ça permet aux voitures de mieux passer en tout-terrain. Et cette voiture-là, celle-ci même, là, celle-là, elle a été reconstruite essentiellement pour faire du trial, dans le sens où elle a été faite avec la carrosserie la plus légère possible, avec une boîte la plus courte possible. On peut faire du trial avec une 39 pourtant. Donc vous avez une boîte 4 vitesses là-dedans. Vous avez quand même le moteur puissant, hein. Vous avez le moteur 10 chevaux là-dedans. Attention, attention. Concours de trial anglais. Tu vois la voiture là-bas, elle est belle, bah, on va la salir en allant dans la gadoue. Et oui, effectivement, c'est exactement ça, on va aller dans la bouillasse. Alors c'est très marrant. Je vous incite à aller voir tout ce qui peut être épreuve de trial. Alors il y en a plein en Angleterre, il y en a quelques-unes en France. Il y a le Icar Trial notamment, qui se passe en Charente et où l'idée c'est de rassembler le plus possible de vieilles voitures et d'aller tripoter, non, d'aller barboter, pardon, dans la bouillasse avec ces vieilles voitures. Donc plein de trucs très amusants avec ces voitures-là. Par contre, celle-ci, aujourd'hui, pourquoi elle est dans le garage? C'est parce que peut-être le pont, il a pété. Alors c'est ça l'inconvénient aussi de faire du trial, c'est que ça patine.
mais ensuite, quand il y a une reprise d'adhérence, bah, la mécanique, elle prend une taloche, un petit peu. Et donc voilà, la voiture est là pour des réparations ici. Alors, comment je vais faire? On va aller faire un petit tour de la voiture, quand même. Le but est de faire un peu... de découvrir ce genre de véhicule qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, hein, des vieilles voitures comme ça. Hop, M2. Est-ce qu'elle n'est pas mignonne, quand même? Alors, je vais peut-être remettre la caméra droite. Ça peut être pas mal. Là, voilà. Ah, la gueule qu'elle a ici. Là, elle est magnifique. Alors, en vrai, attendez. Je vais vous retirer. C'est là qu'il faut que je retire. Là. Là, ce plan est superbe. Elle est vraiment superbe sur ce plan-là. Hop là! Donc, comme je vous disais, carrosserie tout en aluminium. Là, sur cette partie-là, vous avez le moteur. On va y venir tout à l'heure. Vous avez les deux places. Par ailleurs, chose amusante, alors si vous prenez les Peugeot, les quadrillettes Peugeot de l'époque, eh bien vous remarquerez que les sièges sont décalés pour permettre d'avoir deux passagers à peu près côte à côte, mais sans se gêner. Eh bien, les deux sièges sont décalés. Alors, attendez, j'ai une interruption technique. Je commandais ma pizza pour ce soir. Donc les deux sièges ici étaient décalés. Si vous regardez souvent sur les carrosseries Skiff, donc les carrosseries qui s'affinent ici, si vous regardez des Amilcar, par exemple, qui était une marque de cycle-car très réputée, eh bien, vous avez les deux sièges pas du tout dans le même axe. La roue de secours, bien évidemment, la roue de secours qui sert de pare-choc aussi, hein. Vous voyez ici son petit nom et puis la petite signature du Trial Made in France. C'est une voiture qui roule aussi dans des rallyes, donc qui fait des rallyes historiques. Donc ça roule sur la route, hein, ces trucs-là. Alors, à fond de cale, ça roule à 80. Hein. Et à 80, le moteur, il tourne vite. Mais écoutez, c'est des voitures qui roulent sur la route. C'est quand même super mignon hein, comme truc. Plein de petites choses à dire. Quand cette voiture a été restaurée, donc comme je vous rappelle, la carrosserie entièrement en aluminium, eh bien le propriétaire s'est fait un kiff et est allé chercher du cuir chez Aston Martin. Donc là, vous avez des sièges en cuir de chez Aston Martin. Et effectivement, ils sont tout doux, ces sièges, et puis ils sont assez joliment faits en plus. Et ben, normal, c'est du Aston Martin. Eh, la classe, hein. Vous voyez aussi l'instrumentation de bord très fournie. Hein. Il y a à peu près 4 compteurs. Hop. Voilà. Alors je suis désolé, c'est tout de travers comme plan. Et j'ai pas envie d'abîmer la voiture. Et vous voyez, tunnel, ici, le tunnel d'arbre de transmission, qui est lui aussi en aluminium. Enfin, le tunnel, hein, pas l'arbre de transmission. Est-ce qu'on se regarderait pas un peu les entrailles de la bête? Hop. Tac. Après, on ira regarder en dessous. Est-ce que vous êtes prêts? Le système d'ouverture du capot, il est incroyable. Vous enlevez le capot. Ouais, c'est normal, c'est en aluminium, c'est tout léger. Et là, vous avez la bouillonnante, la rugissante mécanique. Un tout petit moteur trop choupi, c'est pas trop mignon. Voilà. Ma main Force Scale. Bon, attendez, je vais essayer de vous rapprocher la caméra. Alors, c'est une voiture qui a eu quelques améliorations au fil du temps. Notamment, elle a des freins hydrauliques. D'origine, ce ne sont pas des freins hydrauliques, ce sont des freins à câble ou à tringle.
vrai que vous voyez, le moteur, il est vraiment tout petit. Donc ce moteur-là, c'est la deuxième génération. Les tout premiers moteurs, c'était des 690 cm3. Là, ici, vous avez un moteur de 747 cm3. Et ouais, 10 chevaux de furie, 10 chevaux de feu. Hop. Il y a plein de petites drôleries. Attendez, je vais essayer de vous cadrer ça un peu correct. Alors là, il y a cette barre qui n'est pas en aluminium d'ailleurs, hein. Mais donc, vous voyez, après, c'est relativement simple comme mécanique. Vous avez un carburateur. On a déjà vu, sur cette chaîne, on a déjà vu passer des carburateurs SU. Là, le seul truc, c'est qu'il fait à peu près la taille d'un dé à coudre, le fameux carburateur. Vous avez une double entrée ici, donc vous avez une entrée ici qui vient alimenter les deux pistons, une entrée ici qui vient alimenter les deux pistons. Mais essayez d'imaginer la taille des pistons. En fait, là, vous voyez, là, c'est les vis de bloc moteur. Ça veut dire que le piston, en fait, il est il est inscrit en fait dans ces 4 vis. C'est-à-dire que le piston, c'est vraiment, il est ridicule en termes de taille. Alors, il y a une fabrication un peu bizarre, je pense qu'on le verra mieux d'en dessous. C'est que, traditionnellement, en fait, on va avoir culasse et bloc moteur. Et là, en fait, vous avez une culasse qui est en fonte, vous avez un bloc cylindre qui est en fonte, et vous avez en dessous un bloc moteur qui, lui, est en aluminium. Alors, je pense que si on lève la voiture, on verra mieux. Toc. Et alors, que je vous remette ici, vous mettre cette caméra-là, voilà. Et je vais lever la voiture. Oui. Dans les choses amusantes, vous voyez que j'ai été obligé de mettre des bastings en bois pour pouvoir lever la voiture sur le pont, parce que sinon elle n'est pas assez large. Alors, je vérifie quand même que je sois à peu près aligné. Puis bon. Ça va, le pont galère pas du tout. Là, le pont est en train de se dire qu'on fait les essais. Pour rappel, hein, la voiture, c'est 360 kg. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a eu quelques records d'endurance, etc., qui ont été faits avec des Austin 7 comme ça, comme celle-là. Et il y a un record, notamment, qui a été fait avec une voiture qui avait une carrosserie spéciale. Et la carrosserie spéciale ne pesait que 9 kg. Ils avaient fabriqué une carrosserie en panneaux d'aluminium ultra fin et la carrosserie totale de la voiture ne pesait que 9 kg. Par ailleurs, si vous voulez un petit peu d'anecdote de quelle est l'origine, enfin à quel point cette voiture est marquante dans toute l'histoire de l'automobile, cette voiture-là, donc l'Austin 7, comme je vous disais, il y a eu beaucoup de carrossiers qui se sont affairés dessus. Donc, notamment, il y a eu BMW, il y a eu Rosengar, il y a eu Nissan, qui sont 3 fabricants qui ont commencé en fabriquant des voitures comme ça. Mais, autre chose, il y avait des carrossiers qui recarrossaient des Austin 7, et notamment, il y a un carrossier qui s'appelait Sidecar Swallow, ou Swallow Sidecar. Alors, ça fait... en termes de monétisation, c'est terrible, mais ça fait S, puis S. C'est le tout début de Jaguar. Parce qu'à l'entre-deux-guerres, quand Sidecar Swallow commence à créer des voitures et non plus des carrosseries, eh bien, du coup, ils appellent leur voiture SS. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est un nom qui est vachement moins marketing quand même. Et donc, Sir William Lyons renomme sa marque Sidecar Swallow, et il la renomme en Jaguar. Voilà, allez, on ne va plus s'emmerder avec ce nom problématique.
Et bah du coup, Sidecar Swallow, ils ont commencé en faisant des carrosseries spéciales de Austin 7. Il y a un autre petit monsieur qui a commencé en bricolant des Austin 7. Petit monsieur, vous savez, l'homme Chapman. Alors pas Tracy, Colin, le monsieur qui faisait Lotus. Eh bien, les toutes premières voitures qu'il a bricolées, c'est ça. Ça veut dire que sans Austin 7, vous n'avez pas Jaguar, vous n'avez pas Lotus, vous n'avez pas BMW, vous n'avez pas Nissan, et vous n'avez probablement plus Peugeot. Dans le genre de voiture que ça a l'air un petit peu anecdotique comme ça, mais qu'en histoire, cette voiture a apporté un paquet de trucs, là, on y est, quoi. Alors, comment je fais ça? Wesh, ça c'est bien ça, vous en faites pas, c'est un plan volontaire, hein, ce truc-là. Et ensuite, je mets la 1 comme ça. Voilà. Et après, je vous emmène avec moi en dessous cette brave voiture. Alors, elle a un train avant très bizarre, très 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 bizarre. C'est assez marrant. En fait, là, vous avez donc le fameux, enfin, un train standard, en fait, enfin, une grande barre, en fait, qui fait la liaison entre, là, vous avez la roue, là, vous avez la liaison ici, et là, c'est une barre complètement rigide. Et là, vous avez un seul point d'articulation au milieu. Ça fait que, en fait, le train, soit il monte complètement, soit il vient se basculer comme ça, mais en fait, il pivote entièrement autour de ce point-là. Mais, comme je vous disais, et comme je vous ai souvent répété et cassé les noix, une suspension, c'est un ressort plus un amortisseur. Et là, vous voyez, vous avez le ressort, c'est des lames qui sont déformables. Sur les petits chocs, vous avez seulement la première lame qui se déforme, puis ensuite, plus le choc devient grand, plus ensuite c'est la lame du dessus, puis la lame du dessus, puis la lame du dessus. Plus les lames sont courtes, plus elles sont rigides, etc., etc. Mais, deuxième chose intéressante, c'est que là, vous avez un amortisseur. Ça, c'est l'amortisseur. En fait, l'amortisseur, il vient limiter la vitesse de mouvement de cette grande barre-là, qui est en fait tout le train avant. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, du coup, vous avez un énorme ressort qui vient serrer des plaques de friction ici. Et là, en fait, en desserrant ou en serrant l'amortisseur, eh bien, vous jouez sur la dureté de la suspension. Et vous comprenez pourquoi cette voiture, elle a été pas très chère, pourquoi elle a été le début de beaucoup de marques, parce que c'est des petites solutions comme ça. Vous allez me dire, ouais, c'est un peu à l'arrache quand même, mais oui, mais remettons les choses dans le contexte, on est dans les années 20, donc en termes de conception, bah, c'est pas dramatique, c'est relativement facile à fabriquer, donc c'est pas trop cher, et ça a permis de lancer pas mal de marques de voitures. Là, vous avez donc le fameux bloc en aluminium. Ce bloc en aluminium, il contient le vilebrequin, mais au-dessus de ce bloc, vous avez un bloc cylindre en fonte. Est-ce que de l'autre côté, on voit mieux? La réponse est non. Ah, quoique. Là, vous avez donc le joli marquage là. Là, c'est encore de l'aluminium. Et l'étage d'au-dessus, vous avez un bloc en fonte. Et encore au-dessus, vous avez une culasse qui est posée. Pour l'anecdote, normalement, un vilebrequin comme ça de 4 cylindres, on vient le poser sur 5 supports. On appelle ça des paliers. Là, sur cette voiture-là, le vilebrequin est posé sur 2 supports. Il y a un support de ce côté-là, un support de ce côté-là. Alors je vous mens un peu, puisque ça c'est un moteur de dernière génération, donc il a 3 supports. Il a un support de chaque côté, puis un au milieu. Parce qu'ils se sont dit, en termes de rigidité, c'est pas ouf. Effectivement, bah, le vilebrequin qui se tord dans tous les sens, c'était pas dingos. Petite caractéristique des voitures de ces époques-là, ça se pisse dessus, c'est normal. C'est pas des joints qui sont d'une très 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 grande qualité, mais en plus de ça, bah, il valait mieux pas qu'il y ait des joints de très bonne qualité, puisque ça permet de graisser un petit peu tout ce qui traîne. Là, vous voyez, et la taille du châssis, ça c'est le châssis, ce truc-là. Cette toute petite poutre-là, c'est le châssis. Là, cette barre-là, qui est percée dans tous les sens, c'est un élément structurel de la voiture. Alors, ça a l'air super frêle. Pour rappel, la voiture, elle fait 300 kg.
elle fait seulement 300 kg. Et c'est ridicule. Vous voyez, ça, c'est le pont arrière. Ça, c'est ce qui doit transmettre la puissance du moteur. C'est tout petit comme truc. C'est tout petit peut-être, mais ça n'a que 10 chevaux à trimballer. Et encore, on arrive à le casser, parce que c'est là-dedans que c'est cassé. C'est là-dedans que je dois réparer un truc. Et vous voyez la taille des arbres de roue. C'est un truc de ouf, c'est tout petit. Regarde, je fais le tour du pont avec ma main. Et encore une fois, les bras de suspension. Les bras de suspension, plutôt que de faire un tube avec 2 chapes qui viennent de prendre de chaque côté, c'est 2 plaques. C'est des plaques qui sont vissées ensemble. C'est juste une tôle tordue. Donc en termes d'industrialisation, bah, c'est ultra facile à faire. Et on comprend pourquoi, du coup, le concept a été repris et que ces voitures ont été fabriquées sous licence. C'est super facile à fabriquer. Parce que là, plutôt que de faire un tube, une soudure, une pièce spécifique, vous avez une tôle, un pliage à faire et quelques perçages, c'est fini. Là, vous avez normalement l'emplacement de la batterie qui est ici, donc derrière le siège conducteur. Alors là, les batteries, elles sont retirées pour être chargées, puisque c'est des batteries en 6 volts. Il faut pouvoir les maintenir en charge. Mine de rien, regardez l'arbre de transmission, c'est pareil. L'arbre de transmission, c'est tout petit comme truc. C'est tout kiki, tout mignon, tout mignonnet. Et alors attention, l'arbre de transmission, là, cette partie-là, c'est une enveloppe. Le vrai arbre, il est à l'intérieur. À l'avant, c'est l'arbre qui tourne. Là, on voit, c'est cet arbre qui tourne et qui transmet la puissance. Mais là, regardez ici, c'est ça le vrai diamètre de l'arbre. Et c'est marrant, c'est tout kiki, tout mimi, tout mignon. Mais, bah, à la fin, j'adore ce plan. À la fin, c'est une super gueule. Tada! C'est quand même super chouette. Bon, c'est tout gras en dessous. C'est une branche à cam, c'est pas un arbre à cam. Alors attendez, je vais redescendre la voiture. Tac. Allez. Non, le pont, il galère. Bah oui, le pont, il galère à descendre, puisque normalement, c'est le poids de la voiture qui le fait descendre. Et il descend là? Allez. Allez. Ouh. Allez, le pont. Ça bouge ou ça bouge pas là? Ah putain, ça y est. C'est mignon, hein? Allez. La descente est longue, hein? Allez. Je peux vous garantir que quand vous mettez un Raptor là-dessus, le pont, il descend très très vite, hein. Sauf que, bon, bah là, cette voiture-là, on pourrait la ranger dans la benne du Raptor. Voilà, c'est 2 poids, 2 mesures. Ça y est. Tac, je vais recadrer ça. Petite... je vais faire un petit tour. Faut pas être pressé. Et hop, le 2. Et là, vous allez me dire, mais non, il n'y a pas de coffre, c'est nul comme voiture, etc. Et bien, en fait, si, vous avez cette zone-là, cet emplacement-là, qui est un coffre. Alors, il y a une espèce de fixation un peu chelou. Voilà. Et paf! Ça, vous avez une bâche ici pour couvrir
la zone habitacle, vous avez un réservoir d'essence quand même parce que on ne sait jamais. Et puis en fait, le vrai réservoir d'essence qui lui est rangé derrière. Et puis deux, trois merdes, genre du scotch, de l'huile parce que voilà. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a de l'huile là aussi. Bon, c'est une voiture un peu ancienne. Il y a même une boîte à gants. Vous vous rendez compte de la qualité de ce véhicule quand même. Non mais oh. Le coffre digne des plus grandes classes S. On est proche du camping-car quand même. Ouais, il y a 8 heures du facturé, c'était juste une vidange. Ouais, désolé, c'était le temps que le pont redescende. Ouais, effectivement. Alors sur celle-là, oui. Mais c'est si la voiture est légère. Si la voiture est lourde, aucun problème, le pont descend plus vite, hein. Voilà, bah, très chouette en tout cas cette voiture-là. Comment tu fais s'il pleut? Bah, t'es mouillé. Oui. Remettons les choses dans le contexte, encore une fois. À l'époque, c'est pas vendu comme une voiture de tous les jours. Si vous prenez d'autres voitures, par exemple, je sais pas, allez, voiture emblématique de l'entre-deux-guerres, une Bugatti Type 35. Allez, vas-y, on se met à rêver du maximum. Une Bugatti Type 35, c'est une voiture de course, hein. C'est exactement comme, je sais pas, vous prenez une Peugeot 905, les Peugeot qui ont gagné le Mans. Et comment tu fais s'il pleut? Ah, t'es mouillé, voilà. Alors, je vais pas comparer ça stricto sensu à une Peugeot 905, mais dans l'esprit, on est un peu à la même chose, c'est une voiture de course. C'est une voiture de course qui, celle-ci, a été carrossée par un des 24 carrossiers agréés par Austin. Dans la réalité, il y a eu 350 milliards de carrossiers qui ont fabriqué des Austin 7, enfin, qui ont carrossé des Austin 7. Donc ça veut dire que quand vous regardez une Austin 7, globalement, vous avez quelques gimmicks que vous allez retrouver, par exemple le radiateur, le train avant, etc., etc. Par contre, tout le reste, bah, comme c'est le carrossier qui fait un petit peu sa soupe, bah, deux Austin 7 qui se ressemblent, c'est quand même compliqué. Même si dans la réalité, deux Austin 7 berlines, ça va quand même se ressembler, puisque ce sera probablement carrossé par les mêmes bonhommes. Pourquoi pas prendre une moto à la place? Bah, parce que c'est pas le même délire. C'est vraiment pas le même délire. Là, t'es pas, à cheval sur ton véhicule, tu es assis dedans déjà. Tu peux être à deux personnes, tu n'es pas obligé de mettre un casque ou un truc comme ça. Enfin, tu n'as pas de ceinture, bien évidemment, hein. Faut pas déconner. Enfin bref, en tout cas, une moto, ça se penche, ça c'est pour les poireaux. Bah, t'inquiète que tu te penches aussi dans les virages là-dedans, hein, pour éviter de... Voilà. Merci à Overclock pour ton abonnement. Alors il y a assez pour coller un compresseur là-dessus. Oui, et par ailleurs, il y a eu énormément de préparations qui ont été faites là-dessus. Bah, ça, c'est, vous savez, l'être humain. L'être humain, il y a un truc qui a des roues et un moteur, vas-y, on va faire la course avec. Et il y a eu des préparations de course avec, il y a eu des montages en compresseur là-dessus. Alors à l'entre-deux-guerres, le gros montage perfo, c'était compresseur, c'était pas le turbo. À l'époque, on ne savait pas faire de turbo ultra fiable. Il faudra attendre une petite trentaine d'années, dans les années 60, où là, on commence à avoir des turbos. Et là, les prépas compresseurs, sur de la prépa turbo vénère, on arrive ouais, à un 40-50 chevaux, un truc comme ça. Il y a des prépas de fous malades où on arrive à taper du quasiment 80 chevaux. Alors, je ne vous parle pas de la durée de vie du moteur, par contre. Parce que 80 chevaux, on parle d'un truc qui fait 300 kilos, hein. Là, ça commence à taper sévèrement. Alors, il y a un autre léger problème, c'est que les deux pistons du milieu, vous savez, je vous ai parlé du vilebrequin qui était tenu que par deux côtés, les deux pistons du milieu ont tendance à venir taper sur le haut du moteur, à aller taper sur la culasse dans ces prépas-là. Aïe.
Coup dur, coup dur. Donc, effectivement, la plupart du temps, un moteur déjà bien vénère, quand même, sur une Austin 7, on est à 30-40 chevaux. Mais déjà, dites-vous que ça, en version 10 chevaux, ça va taper les 60 km/h. Si jamais vous faites un 30 chevaux, vous faites x3 sur la puissance, je ne vous dis pas que vous êtes à x3 en termes de performance, mais vous commencez à avoir un truc qui est sacrément rigolo. Je vous rappelle que ça fait 300 kg, que vous êtes globalement plus proche de dehors que dedans quand vous êtes assis à l'intérieur. C'est un peu vénère. Merci à Fingolfin pour ton abonnement. Alors celle-ci, elle est pour des réparations ou pour que je puisse la présenter. Celle-ci, elle est là pour des réparations. Et puis, bah, j'en profite pour vous la présenter parce que c'est chouette quand même, hein. Alors, c'est quoi le blanc devant le radiateur? C'est une petite grille en nid d'abeille. Remettons les choses dans le contexte. À l'époque, un radiateur, ça fait partie des pièces les plus chères parce que ça fait partie des pièces les plus travaillées d'une voiture, et donc on a tendance à énormément protéger les radiateurs. Et les voitures de course, à l'époque, elles avaient une espèce de nid d'abeille, donc une petite grille ici à l'avant qui permettait de protéger le radiateur. Que je peux monter dedans? Oui, avec plaisir, je peux monter dedans, sans aucun problème. Je monte dedans sans aucune difficulté. C'est bon. Hop. Non, mais c'est que j'ai mal au genou en ce moment. Hop. J'ai presque de la place pour appuyer sur une seule pédale à la fois, figurez-vous, quand même. Ouais, non, en fait, si j'appuie très fort sur l'accélérateur, je commence à appuyer sur le frein. Il faudrait que je vous embarque une caméra pour que vous voyez. Attendez, je ressors, je vais chercher une caméra et je re-rentre. Hop. Tac. Alors, je vous prends caméra 2, je vous mets la caméra 1. Hop. Et là, pas celle-là, celle-ci. Et là, la sponsor. C'est dans l'autre sens que je voulais le faire. Donc, c'est celle-là en grand. Et c'est... Bah si, c'est bon, c'est celle-là. Hop. Je vous règle un peu la caméra, que je puisse la manipuler. Attendez. Je vais l'enlever du pied. Ce plan est très joli. Un plan au hasard que je vous ai fait très joli. Ça, comme ça. Je vais récupérer juste la caméra à la main. Parce que sinon, j'ai envie de taper partout dans la carrosserie. Tac, tac. Ah là. Alors, l'astuce étant, on s'assoit quasiment sur le dossier, on glisse une jambe ici, on passe de l'autre côté. Là, vous voyez, vous avez le pied à côté, juste à côté de la boîte de vitesse. Hop. Là, c'est la boîte, hein. Donc, si vous voulez un exemple, là, il y a le levier. Voilà, donc presque, je pourrais passer les vitesses avec le pied. Là, vous avez l'embrayage ici. Et là, j'arrive à peu près à caler mon pied, mais là, c'est la pédale de frein. Et là, il y a la pédale d'accélérateur. Donc, si j'appuie à fond sur l'accélérateur, je suis vraiment pas loin du frein. Et vice-versa, si j'appuie à fond sur le frein, je suis juste à côté de l'accélérateur. Mais là, voilà, le souci réside surtout ici. Là, carrosserie, genou, volant. Ça passe... Donc, il faut que je recule à fond dans mon siège. Mais dès que je veux relever le pied pour changer du frein à l'accélérateur, je retouche le volant. Ça demande un tout petit peu d'anticipation. Après, on se débrouille. Si jamais j'écarte un petit peu la jambe, bah là, je passe la vitesse globalement. Et puis là, le passager... voilà. Vaut mieux que je roule avec des batteries plutôt qu'un passager, quoi. Mais... et là, vous imaginez, vous roulez à 70, quoi. Voilà. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai ma petite mimine là. J'ai pas besoin de tendre le bras très loin, hein.
Là, c'est le pneu arrière, ça. Hein. Et si vous voulez, l'autre pneu arrière, il est là. Je peux le saisir depuis ma place. Et après, je peux aller un peu sur le capot pour bricoler le moteur. Mais on n'est pas si mal installé ici, alors par rapport à la taille de la voiture. C'est quand même marrant ça, c'est une tête de grenouille. Bon bref, j'aime bien cette voiture. Voilà, sachez-le. Hop. Je vais vous remettre un plan un peu plus correct qui fout moins la gerbe. Hop là. Tac. Hop. Est-ce que c'était bien? Plus d'huile, t'en rajoutes sans t'arrêter. C'est pratique pour contrôler les témoins d'usure pendant que tu roules. Voilà. Celui-là, il était bloqué. Voilà, c'est alors effectivement, comme dit Forem Pom, c'est un peu mignon, c'est comme une cappuccino en fait. Il faut voir ça comme une Suzuki Cappuccino, sauf que la Suzuki Cappuccino c'est de 1990. Et bien là, c'est de 1934, celle-ci. Mais alors celle-ci étant de 34, mais les premières Austin 7 de mémoire, c'est 1921 ou 1923. Alors là, elle démarre, mais il faut que je lui remette une batterie Flemmas. Combien je mesure? Je mesure 1,85 m. Et aujourd'hui, un solide 105 kg. Donc la pauvre voiture, elle a du mérite. Alors, est-ce qu'il y a eu des versions sans démarreur électrique? Oui, de mémoire, les versions avant 1923 n'ont pas de démarreur électrique. Et vous avez un trou à l'avant, ici, de la calandre, pour aller chercher le bout du vilebrequin et faire un petit coup de manivelle pour lancer tout ça. STP remet une batterie, non, elle est vraiment... Ouais. Ça arrive d'avoir la flémence. Est-ce que tu réalises que tu fais un tiers du poids de la voiture? Ouais, c'est... Ça va, oui? En termes de vexation, ça va? Alors, pas de problème de motricité, ça c'est une bonne question. Oui et non. Dans le sens où on pourrait se dire, comme c'est très 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 léger, ça irait patiner très vite. Pour rappel, ça fait 10 chevaux. Donc on n'ira pas trop non plus les mettre à mal, les pneus. Donc, combien la largeur du pneu? Alors de mémoire, c'est pas les mêmes dimensions, c'est du 4 pouces de large. Alors 4 pouces de large, c'est 4 fois 25,4. Donc ça fait du 100. Enfin, globalement, ça fait du 100 de large, les pneus. Normalement, effectivement, la voiture, elle a des freins à câble ou à tringle. Là, la voiture, elle est montée en frein hydraulique. Donc ça permet quand même d'avoir un meilleur contrôle du frein. Voilà. Hop! Attends, de l'autre côté. On remercie notre partenaire du jour. Voilà. Tu peux mettre plus gros, j'arrive pas à lire. Et attends, c'est chiant parce que j'aime bien, moi, foutre des écritures de travers. Et je... Oh putain, si. Hop là! Voilà! Comme ça. Et là, si je me décale ici, hop! Je passe entièrement dans le A. Heureusement qu'il n'y a pas MQ, parce que sinon je pourrais passer entièrement dans le... Bref! Alors... Je vous rappelle que vous avez le code, la fabrique auto, tout ça, tout ça.
truc. Toc, toc. Ça va, je galère pas du tout. Hein. Non, non, vous en faites pas. Hop, hop, je range ça dans un coin, je le laisse tranquille jusqu'à la prochaine fois. Est-ce que ça passe au contrôle technique? Oui, ça peut passer à un contrôle technique, puisque les contrôles techniques sont faits par rapport aux normes de l'époque. Sachant que en 1934, il n'y avait pas de contrôle technique. La voiture, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vérifient qu'il y a des feux qui s'allument, ils vérifient que la voiture est capable de freiner, mais ils ne la passent pas au banc de freinage. Et globalement, ils vérifient qu'il y a un numéro de châssis, un truc comme ça, qu'il n'y ait pas trop de corrosion, et c'est fini. Il n'y a pas de contrôle de pollution, il n'y a pas de contrôle de force de freinage, il n'y a pas de contrôle d'amortisseur ou de trucs comme ça. Donc finalement, oui, le contrôle technique est relativement simple. Et en plus de ça, aujourd'hui, si vous êtes en carte grise collection et que votre voiture est d'avant 1960, vous êtes exempté de contrôle technique, sauf le premier contrôle technique qui vous permet de faire la carte grise. Tada! Merci à la Fédération française des véhicules d'époque qui a bien milité pour qu'on puisse rouler avec des vieilles voitures comme celle-ci. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir interagi dans le chat. C'est très gentil. On va se quitter ici. Parce que voilà, parce qu'il fait chaud quand même, et puis parce que plus grand-chose à dire, finalement. On se retrouve... Alors attendez, on est mercredi. On se retrouve lundi prochain. Lundi prochain, vous n'oubliez pas, c'est le lendemain de mon anniversaire. Alors attention, je surveille. Hein. J'ai les noms de ceux qui font les cons dans le chat. Hein. Donc, on se retrouve lundi prochain. Et pour un petit peu de mécanique, un petit peu de bricolage, les mains dedans. Parce que voilà, c'est ça qui nous intéresse. Peut-être pas un lundi, mais de la mécanique un peu de manière générale. Merci, merci beaucoup pour votre participation, votre gentillesse, votre bienveillance. Joseph est bien reposé là. Je l'ai eu au téléphone pas plus tard que tout à l'heure pour gérer ces petits trucs de sponsor. Joseph vous embrasse beaucoup et très fort. Et on se retrouve lundi prochain sur ce très bonne fin de semaine à vous. Très bon week-end. Et le mot de la fin sera rotule.